Donc bonsoir et bienvenue à cette seconde soirée du Free College sur l'intelligence artificielle générative. Vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui étaient là mardi dernier, que nous avons eu l'occasion de nous pencher sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors on a essayé de cadrer un peu les choses en disant que c'était dans l'église locale ou dans la paroisse. Grâce à différentes interventions, nous avons entrevu ce que l'IA pouvait, en tant qu'assistant personnel, apporter dans le domaine de la communication, de la prédication, de l'animation biblique, du coaching personnel. Et ensemble, nous avons pris conscience de la révolution et vraiment, je pèse mes mots, que peut représenter l'utilisation de l'IA dans la vie de nos églises. Aujourd'hui, nous voulons aborder quelques-unes des questions éthiques que soulève une telle utilisation. Alors, du point de vue un petit peu pratique, cette soirée va se dérouler de la manière suivante. Un peu comme la semaine dernière, nous allons avoir une conférence d'une trentaine de minutes sur les questions éthiques que pose l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et puis, nous aurons une table ronde avec Stéphane Robert, qui est professeur à la Haute École d'ingénierie et de gestion à Yverdon-les-Bains. C'est le professionnel qui à la fois enseigne l'IA, puis en même temps, il aura l'occasion de nous le dire tout à l'heure, fait aussi de la recherche et de l'application concrète en utilisant l'IA pour toute une série de thématiques ou de situations concrètes. Donc Stéphane Robert comme l'un de nos invités à la table ronde. On aura aussi Thomas Guiguer, ingénieur HES et pasteur ménonite dans le canton de Neuchâtel, qui a eu l'occasion déjà de réfléchir à ces questions, notamment lors d'un colloque l'an dernier autour de Jacques Ellul. Et puis on aura bien entendu Galdric Drapé, qui est notre conférencier de la soirée. Alors Galdric, bienvenue. Merci. C'est un plaisir et un privilège que de pouvoir vous accueillir. Vous travaillez dans le cadre de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de l'Université de Fribourg. Vous êtes aussi actif dans le cadre de l'Institut Philanthropos à Fribourg, un institut qui réfléchit beaucoup à la présence chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Alors, Galdric, j'ai donné comme titre à votre intervention, finalement sans trop vous consulter, mais ça permettait peut-être de baliser un petit peu votre mini-conférence, les questions éthiques que soulève l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'Église locale. Donc, je vous invite maintenant à prendre la parole et à nous proposer votre contribution à laquelle on aura un petit temps de réaction après coup, mais on aura en finale aussi la possibilité de revenir et voilà, de s'interroger sur ce que vous avez apporté. Merci beaucoup, hein, Galdric, de relever ce défi dans une période où je crois vous êtes très, très affairé, très occupé par toute une série d'examens et de choses diverses à gérer. C'est ça. Merci Serge. Euh, J'avais réfléchi en fait à la question de l'intelligence artificielle dans le cadre de mes recherches à l'Université de Fribourg, particulièrement l'année dernière. Mais en fait, j'y avais davantage réfléchi dans les enjeux pour l'intelligence humaine et est-ce que le terme intelligence est adapté ou pas donc, dans cette perspective-là. Et donc, je vous avoue que la perspective éthique est quelque peu nouvelle pour moi. Et donc, j'ai dû un petit peu travailler pour me mettre à jour sur ces questions-là. Euh, Je suis aussi plutôt enseignant de philosophie et donc je préfère poser des questions qu'apporter des réponses. Et donc, si ce soir vous étiez là pour entendre des réponses, eh bien, je suis désolé de vous décevoir avant même d'avoir commencé. Euh, les questions que je vais poser ce soir auront peut-être une dimension un petit peu critique, euh, mais critique, je l'espère, dans le sens positif, au sens de vous permettre de poser un jugement. Et je vais essayer d'être le plus factuel possible pour que nous puissions prendre conscience de ce qu'on a entre les mains et de ce pourquoi on l'utilise. Le but n'est pas qu'à la sortie de cette mini-conférence, vous vous disiez non, il ne faut surtout pas que j'utilise l'intelligence artificielle, mais que vous puissiez vraiment vous poser la question de quoi dois-je être conscient lorsque j'y ai recours. Euh, cela suppose aussi que je ne vais pas traiter un certain nombre de questions techniques qui rentrent dans ce qu'on appelle la composante éthique des IA,
Donc, je ne vais pas parler de ce qui relève de la transparence, de la fiabilité, des usages négatifs potentiels, des biais algorithmiques, de la protection des données ou de la vie privée. Tout ça relève de la législation et est propre au domaine technique qui concerne davantage les États, qui concerne davantage les firmes qui produisent ces outils. Euh, voilà. J'ai commencé par dire beaucoup de choses que je n'allais pas faire et j'espère que vous ne désespérez pas de m'entendre enfin faire quelque chose. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Euh, j'ai prévu en fait avec vous d'essayer de réfléchir à ce qu'est la vraie question éthique quand on s'interroge sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Euh, et c'est la question en fait fondamentale. Peut-il y avoir une bonne utilisation de l'intelligence artificielle? Comme j'ai dit, je ne vais pas répondre à cette question. Mais je vais essayer de vous donner des pistes pour vous permettre d'y répondre. Et une fois que vous avez répondu à cette question, il restera une autre question. Si la réponse est affirmative, ce serait qu'est-ce que cette bonne utilisation? Donc vous voyez que c'est juste un travail de défrichage, mais je pense qu'il est important et il est fondamental pour ancrer toute réflexion cohérente et approfondie sur l'intelligence artificielle. Alors je vous proposerai 4 moments, 4 étapes un peu de réflexion avec à chaque fois un certain nombre de questions. Le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est un mythe très courant. Dès qu'on s'intéresse un minimum à la philosophie de la technique, quel que soit l'outil auquel on s'intéresse, c'était déjà vrai pour le téléphone, c'était déjà vrai à l'époque d'Internet, et c'est encore vrai aujourd'hui à l'heure de la question de l'intelligence artificielle. C'est le mythe selon lequel un outil serait neutre. Lorsqu'on dit en fait la technologie n'est pas mauvaise en soi, tout dépend des usages qu'on en fait, eh bien, on présuppose qu'un outil est neutre. Or, cela, j'aimerais essayer de vous faire réfléchir pour voir si c'est vrai. Je ne veux pas dire que c'est faux, même si l'utilisation du terme mythe vous induit peut-être dans une certaine direction. Euh, Premièrement, concernant l'intelligence artificielle, si on regarde l'impact écologique, on voit bien déjà que ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. Écologiquement, ce n'est pas une technologie qui est neutre. Une recherche sur ChatGPT consomme 10 fois plus qu'une recherche sur Google. Et les data centers qui supportent et soutiennent les outils de recherche, les moteurs de recherche, euh, toute intelligence artificielle confondue, consomment 2% de l'électricité mondiale en 2025 et cette proportion ne va cesser de croître. Or, la plupart de l'électricité mondiale, et particulièrement dans les pays où sont la plupart des data centers, fonctionne au charbon. Et donc, on estime que ChatGPT 3 émettait 224 tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire environ 120 allers-retours Zurich-Dubaï en avion. Euh, Or, ça, c'est seulement les serveurs pour ChatGPT 3, sachant que ce n'est pas le seul outil d'intelligence artificielle, et que ChatGPT 4 en consomme davantage. Donc, on est vraiment face à un outil qui est extrêmement énergivore, et cela a un impact écologique réel qu'il faut prendre en compte. Les émissions de CO2, ce n'est pas tout, puisqu'il faut, pour une dizaine de recherches, enfin une dizaine de prompts, pour générer une dizaine de réponses, il faut 10 litres d'eau pour refroidir les serveurs des data centers. Ce qui signifie à peu près 6,6 milliards de mètres cubes par an, c'est-à-dire 16 fois plus que la consommation du Danemark en termes d'eau potable. Vous voyez. Et donc, ça, c'est sans entrer non plus sur la question des extractions de métaux rares dans des conditions souvent difficiles. Vous voyez, là, il y a un véritable enjeu. De l'autre côté, je viens de parler de l'extraction de métaux rares. Il y a toute la question de l'esclavage. Je vous renvoie à deux sources, un reportage de France 2 qui s'appelle Les sacrifiés de l'intelligence artificielle et un petit document qui a été publié par le secrétariat de l'ordre de Malte contre le trafic humain, qui a été publié en juillet 2024, qui montre en fait qu'il y a tout un nouvel esclavage qui est en train de se développer avec ce qu'on appelle des data workers, des travailleurs de data. Parce que les fonctionnalités de l'intelligence artificielle, repérer un pingouin dans une image, classer des boîtes par ordre de taille, nécessitent
euh, un travail pré-mâché de travailleurs du clic. Des gens qui vont cliquer à longueur de journée pour que un logiciel soit capable d'identifier ce qui fait que telle image, on va la classer avec l'étiquette chat, telle image, on va la classer avec l'étiquette souris, ou que telle phrase, à partir de tel moment de la phrase, suppose tel mot qui suit. Et donc, c'est des gens qui vont rendre intelligible l'ensemble des données qui sont sur Internet pour ces logiciels. C'est des tâches fastidieuses, répétitives, sous-payées, dans des conditions souvent difficiles, et même dans certains pays comme la Finlande, qui sont délégués à des prisonniers. Donc on donne à des gens en prison ce genre de travail, exactement comme on faisait à l'époque du bagne, vous voyez. Euh, Si ce n'était que ça, à la limite, on pourrait dire, bon, ça va encore. Mais ces personnes-là sont aussi chargées de filtrer tout ce qui va alimenter l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils sont exposés à une série d'images chocs dont on ne veut pas retrouver le contenu dans les réponses générées par votre moteur de recherche. Et donc, ils vont faire le tri pour se débarrasser, pour montrer que ce genre d'images-là, on n'en veut pas. Et donc, on les confronte à des images atroces. Vous imaginez tout ce qu'on ne veut pas retrouver à la sortie d'une réponse GPT-3 ou Gemini ou je ne sais pas quoi. Et donc, tous les gens, en fait, sont chargés de ce travail. Et on repère chez ces personnes-là un taux très élevé de syndrome de stress post-traumatique. Euh, voilà. Donc, il faut avoir conscience que lorsque nous avons recours à ces outils, il y a un impact écologique et il y a un impact humain réel. Hein, ce n'est pas simplement virtuel. Et même si tout cela reste à distance, en fait, notre action a un impact réel. Maintenant, on pourrait dire que ça, euh, ce ne sont que des conséquences et ce n'est pas propre à l'intelligence artificielle. Si on arrivait à créer des green tech, donc des moteurs d'intelligence artificielle qui consommeraient moins, eh bien le bilan écologique baisserait. Et donc, voilà. Et puis, à force, maintenant qu'il y a suffisamment d'entraînement, de plus en plus, les machines arrivent à apprendre de manière autonome. Et donc, on arrivera peut-être, même si en ce moment le nombre de data workers est en train d'augmenter, mais on arrivera peut-être un jour à s'en débarrasser et à ne plus avoir besoin d'avoir recours à ces personnes-là. Euh, Même si c'était vrai, ça ne remettrait pas en question l'outil, la neutralité ou la non-neutralité de l'outil. Parce que là, ce que j'ai dit porte sur les conséquences plutôt que sur l'objet lui-même. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que l'objet lui-même, non seulement ses conséquences, mais l'objet lui-même, a aussi euh, pose aussi la question de la neutralité. Pourquoi? Déjà parce que dans tout outil technique, il y a une valeur principale, c'est l'efficacité. Lorsqu'on a recours à un instrument, à un outil, quel qu'il soit, du plus simple au plus complexe, ce qu'on cherche premièrement, c'est l'efficacité. C'est pour ça que personne n'essaye d'ouvrir une boîte de conserve avec une tronçonneuse ou avec un marteau, même si peut-être que, absolument parlant, par rapport à un ouvre-boîte, c'est un outil plus puissant, mais on voit bien qu'il n'est pas adapté à la tâche qu'on se fixe à ce moment-là. Et donc, ce qu'on cherche lorsqu'on a recours à un outil, c'est celui qui va nous permettre le résultat optimal, avec le moins d'efforts. Donc, c'est la recherche de l'efficacité. Mais donc, ne peut entrer là-dedans. Par exemple, maintenant, si on s'attelle à la question propre de l'intelligence artificielle est un outil technique qui vise premièrement l'efficacité. Et tout ce qu'on va passer par l'intelligence artificielle sera passé par ce prisme de l'efficacité. Donc, c'est très bien lorsqu'on cherche à être efficace, mais il ne faut pas supposer que malgré une apparence de potentielles relations interpersonnelles, de favoriser, je ne sais pas, la contemplation ou la louange. En fait, non, c'est toujours l'efficacité qui est premièrement visée. Donc il y a une valeur intrinsèque à tout outil, notamment l'intelligence artificielle. Donc elle n'est pas neutre du point de vue des valeurs. Mais aussi, on voit bien que tout nouvel outil amène un nouveau rapport au monde. Vous voyez, quand l'iPhone arrive, premier smartphone, en fait, non seulement vous devenez atteignable en tout temps, ce qui était déjà vrai avec le téléphone portable, vous devenez atteignable tout le temps, mais aussi tout devient atteignable. Toute connaissance devient atteignable. Donc vous n'avez plus besoin de cartes, vous n'avez plus besoin de, euh, de demander de l'aide à des gens dans la rue. Toutes les informations, vous les avez dans votre poche. Et donc vous voyez bien que ça modifie notre rapport au monde. On ne fonctionne plus de la même manière que les gens il y a 50 ans. Et donc on n'est plus attentif aux mêmes choses. On n'est plus attentif aux mêmes réalités.
voyez, aujourd'hui, on n'a plus besoin de regarder les. C'est très rare d'avoir vraiment besoin de regarder le nom des panneaux de rue parce que, en fait, si on suit notre GPS, on n'en a pas besoin. Vous voyez. Et donc, il y a un rapport au monde qui est changé. Pas forcément pour le pire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que ça induit un nouveau rapport au monde. Et donc, j'interroge. Peut-on vraiment dire qu'un outil est neutre si non seulement il a une valeur interne intrinsèque, mais aussi qu'il induit une nouvelle vision du monde? Le deuxième axe que j'aimerais interroger, c'est de savoir à quoi l'on tient. Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Vous voyez bien que dans nos actes, on met une certaine signification, un certain sens. Si vous voulez euh, faire plaisir à quelqu'un, euh, eh bien, vous allez essayer de faire quelque chose pour lui. L'exemple emblématique est très facile, c'est le cadre de la relation romantique où on cherche à plaire à sa bien-aimée. Et si on veut lui, je ne sais pas, écrire une chanson, écrire un poème, lui offrir des fleurs, en fait, si on délègue à ChatGPT de lui écrire une lettre d'amour ou une demande en mariage ou de lui faire livrer des fleurs, c'est pas la même chose que si on lui écrit nous-mêmes un poème ou si on lui écrit nous-mêmes une demande en mariage ou si on lui apporte nous-mêmes des fleurs, vous voyez bien. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Moi, je sais que je ne serais pas accueilli de la même manière par ma femme si un robot se pointait à la porte tenant un bouquet. Euh, et donc, ce à quoi on tient, on le fait nous-mêmes. Et donc, si on délègue à la machine, ça interroge sur la valeur qu'on met à la tâche qu'on était en train d'accomplir. C'est vrai qu'il y a certaines tâches qui nous pèsent et c'est pratique de pouvoir s'en décharger sur un logiciel qui le fait peut-être même mieux que nous. Et donc, mais ça interroge toujours sur la valeur qu'on met à nos actions. Les actions ne sont jamais neutres. Hein. On s'y investit toujours d'une certaine manière. Ne serait-ce que la frustration de l'administratif qu'on a à remplir à longueur de journée, eh bien, vous voyez, il y a un engagement émotionnel. Oui, ça ne nous laisse pas neutres. Ensuite, il y a la question de la créativité. Vous voyez, le fonctionnement par statistique et par inférence statistique produit une standardisation des réponses. On voit bien que une image générée par l'intelligence artificielle possède toujours ce lissage qui fait que même si on reconnaît le désir d'imiter un certain maître, euh, il y a trop de... il manque les aspérités qui révèlent une vraie créativité. Et au fur et à mesure que les gens produisent de moins en moins de choses, parce qu'actuellement, euh, l'ensemble de ces moteurs de recherche sont alimentés de tout ce qui est disponible sur Internet, mais au fur et à mesure que les gens produisent de moins en moins, en fait, Internet va atteindre un seuil de saturation et il sera nourri principalement de ce qu'il a lui-même produit. Et donc, on va, c'est ce que prédisent la plupart des philosophes de l'esthétique qui s'intéressent à ces questions-là, on va vers une standardisation. On le voit déjà au niveau des textes qui sont très lissés, mais voilà, j'ai un ami récemment qui a reçu une lettre de condoléances. Il était persuadé, enfin, c'était très difficile de croire que celui qui avait signé la lettre était vraiment celui qui l'avait écrit. Bon, il a un petit peu mal pris, mais vous voyez, donc on reconnaît ces choses-là parce qu'il y a une forme de standardisation. Oui. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre créativité? Est-ce qu'on tient à notre créativité, à ce qui, d'une certaine manière, nous rend, d'une certaine manière, à l'image du créateur? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à ça euh, pour une standardisation plus efficace et plus pratique et plus facile? Encore une fois, c'est une interrogation que je veux vous soumettre. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre liberté? Parce que vous savez bien que tous ces moteurs de recherche sont nourris d'algorithmes qui eux-mêmes sont biaisés, qu'ils fonctionnent sur certaines données, donc uniquement déjà celles qui sont numérisées, informatisées, donc qui sont disponibles pour ces machines. Donc ce n'est pas l'ensemble des informations qui existent, c'est l'ensemble des informations disponibles à cette machine à cet instant-là. Vous voyez. Et donc on peut prendre des décisions qui sont biaisées, qui manquent aux critères de pleine connaissance, bien sûr qui est illusoire, qu'on n'atteint jamais, mais on se ferme à d'autres sources d'informations si on décide de ne prendre des décisions ou de se laisser influencer par des biais algorithmiques. Euh, et les deux dernières questions dans ce à quoi on tient, euh, il y a le risque, à force de déléguer certaines tâches, hein, on a bien vu avec l'apparition de la calculatrice et la disparition des capacités à faire des calculs, du calcul mental basique, avec l'apparition des correcteurs orthographiques et l'incapacité croissante de rédiger une phrase correcte sans faute. Euh, euh,
avec l'apparition des moteurs de recherche, une plus grande incapacité à lire une œuvre en entier et une focalisation sur la recherche de mots-clés et d'occurrences. Donc, à force d'entrer dans une certaine dynamique et dans une certaine pratique, on perd aussi certaines pratiques et certaines habitudes. Est-ce qu'on est prêt à perdre est-ce qu'on sait à quoi on renonce au bout d'un moment, ne rédigeant plus de PV, ne rédigeant plus de, euh, de notes de lecture, je ne sais quoi. Euh, voilà. Et la dernière question, c'est de quoi est-ce qu'on accepte de se rendre dépendant? Vous voyez, la plupart des moteurs appartiennent à des grands groupes. Ils sont dépendants d'un système énergétique complexe, de réseaux de connexion importants. Et donc, le jour où, en fait, si on s'en rend dépendant, si on perd la capacité de faire certaines choses, d'ici 2027, la plupart des ingénieurs disent qu'on va atteindre un seuil de saturation du réseau énergétique mondial. Et donc, qu'on n'aura peut-être plus la capacité d'alimenter tous ces serveurs et donc de les faire tourner de manière efficiente. Ce qui fait que si aujourd'hui on se rend dépendant pour, je ne sais quoi, la recherche biblique, les plans de lecture, euh, de ces outils-là, en fait, le jour où ces outils ne fonctionnent plus, on se retrouve d'une certaine manière désemparé. Donc, même si ce scénario n'arrivera jamais, ce qui est possible, est-ce on est d'accord de prendre le risque de s'en rendre dépendant? Le troisième point, c'est d'interroger le lien entre les solutions et les problèmes. Parfois, une solution amène plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et je me demande, et je vous soumets encore une fois cette autre question, si euh, l'intelligence artificielle, qui résout énormément de problèmes et qui est extrêmement efficace dans les tâches qu'on peut lui confier, ne crée pas davantage de problèmes. Lesquels? Eh bien, tout d'abord, il y a un lien entre les activités que l'on fait, les tâches que l'on accomplit, et l'édification de notre personnalité, le fait de se forger un caractère. Vous voyez, quand vous apprenez à conduire, eh bien, vous êtes obligé de devenir responsable. Vous ne pouvez pas foncer n'importe où, vous ne pouvez pas conduire n'importe comment. Donc, vous êtes obligé d'acquérir une certaine responsabilité. Vous êtes obligé d'apprendre à vous plier à certaines lois. Vous êtes obligé aussi d'apprendre une certaine patience, même si certaines personnes ont différentes façons de gérer cette patience ou cette impatience au volant. Mais voilà, et vous êtes aussi obligé d'apprendre une certaine politesse parce que quand on arrive à un carrefour où tous les feux de signalisation ont cessé de fonctionner, eh bien, c'est un grand bazar si tout le monde veut y aller et prend simplement la première place. Vous voyez. Et donc, assez rapidement, souvent, il y a quand même un réflexe humain qui dit que, OK, on va essayer avec un peu de politesse de faire fonctionner cette situation et de s'en sortir. Si vous avez une voiture autonome, eh bien, c'est toutes ces occasions-là de forger votre caractère, de devenir responsable, de devenir patient, qui disparaissent. Euh, alors, ça vous libère du temps peut-être pour lire davantage, pour passer du temps avec vos enfants, pour je ne sais pas quelles autres activités vous pourriez faire dans votre voiture pendant qu'elle vous conduit je ne sais où. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté de certaines activités? La précision que vous devez avoir, l'écoute que vous devez donner lors de la rédaction d'un PV, des choses comme ça, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous forge et qui vous forme en tant que personne? Hartmut Rosa a montré que c'est un philosophe et sociologue allemand qui en ce moment écrit beaucoup et réfléchit énormément aux questions techniques, a récemment écrit 2 livres très très intéressants euh, qui sont tout à fait accessibles et que je vous conseille. Le premier s'appelle Accélération et le second s'appelle Rendre le monde indisponible. Euh, il a montré que aujourd'hui on n'avait jamais été aussi rapide de toute l'histoire de l'humanité. Vous voyez, tout est fait pour permettre une accélération de toute chose. Les voitures vont plus vite, les trains vont plus vite, on a des avions, les emails ou même maintenant les messages instantanés vont 10, 15, 20 fois plus vite que les lettres à l'époque. Donc vous voyez, on a une accélération généralisée de tout ce qu'on utilise. Et pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de temps, ou on n'a jamais eu l'impression d'avoir aussi peu de temps qu'aujourd'hui. Et donc il montre que passé un certain seuil, en fait, la solution s'autodétruit elle-même et enfin, accentue le problème qu'elle était censée résoudre. Euh, et donc, à force de gagner du temps sur tout, en fait, on accumule tellement plus de choses à faire qu'on a de moins en moins de temps.
Et donc là, à nouveau, vu que le prisme principal sur lequel on aborde l'intelligence artificielle est le prisme de l'efficacité et du gain de temps, est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce temps gagné nous inflige beaucoup plus de tâches et donc beaucoup plus de choses à faire et donc beaucoup moins de temps? Est-ce que le temps gagné nous libère vraiment du temps? euh, Depuis la pandémie du Covid-19, euh, beaucoup de psychiatres ont alerté sur le sentiment de solitude et d'exclusion très important chez les 16-25 ans, qui était jusque-là une des tranches d'âge les moins touchées par ce fléau. Or, aujourd'hui, il y a de plus en plus de suicides et tentatives de suicide de la part de ces jeunes pour des causes de solitude. Or, ces jeunes sont ceux qui sont le plus exposés à l'usage de ces technologies. On les y encourage même à l'école ou à l'université d'en faire un usage intelligent, raisonné, critique, sans forcément leur donner les moyens de le faire par ailleurs. Mais est-ce que là, on n'est pas en train d'accentuer la solitude? Est-ce qu'on n'est pas en train de leur apprendre à interagir avec une machine plutôt qu'interagir avec quelqu'un d'autre, vous voyez? Et donc, plutôt que d'aller demander une question à mon voisin ou à me tourner vers quelqu'un qui connaît, eh bien, je vais me tourner. C'était déjà vrai avec les moteurs de recherche, mais ça va être encore plus vrai avec ces chatbots qui répondent de façon instantanée et peuvent organiser et structurer les réponses. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de d'accentuer un fléau plutôt que de lui apporter des réponses? Un autre grand fléau dont souffrent énormément de gens aujourd'hui, c'est le syndrome du burn-out. Euh, et j'ai entendu plusieurs fois certaines personnes présenter les outils d'intelligence artificielle comme une solution au burn-out parce que ça permettra de se décharger de certaines tâches fastidieuses, répétitives, pénibles, qui, euh, qui voilà, épuisaient en fait certaines personnes. Or, le burn-out semble davantage être une crise du sens qu'une crise de la quantité de travail. Euh, Parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, le font euh, presque rien, et des personnes qui travaillent énormément, et les premières sont sujettes au burn-out et les secondes pas du tout. Donc on voit, il semblerait que ce ne soit pas lié à la quantité de travail, mais à la qualité de sens que l'on met dans son travail. Or, si on passe la journée à écrire des prompts de 4 pages pour une machine, pour qu'elle nous donne le résultat qu'en fait on aurait pu produire nous-mêmes, si on en avait encore les capacités, est-ce qu'on va trouver davantage de sens dans notre travail? C'est une véritable interrogation. Et enfin, dans cette question de la solution des problèmes, il y a la question de la responsabilité. Qui fixe les limites? La semaine dernière, on a parlé de l'usage qu'on pouvait faire de l'intelligence artificielle, notamment dans l'aide à la préparation aux messages. Mais aujourd'hui, bon, on l'utilise pour l'aide au message. Voilà. Une fois qu'on a déjà quelques idées, on va voir si l'intelligence artificielle pourrait pas nous proposer certaines idées. Mais au fur et à mesure qu'on se rend compte peut-être que les réponses sont toujours plus pertinentes que ce qu'on croyait, qu'en fait, on finit par utiliser toujours plus de matériaux de l'intelligence artificielle que notre propre matériau, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, on ne va pas déléguer euh, l'entièreté de la rédaction du message à l'intelligence artificielle? Personne ne nous l'interdirait. Et si ça fonctionne bien et que ça parle aux gens, pourquoi ne pas le faire? Mais ensuite, il y a pas un tout petit pas à passer de là à ces applications de pasteurs virtuels. Vous pouvez, par exemple, Pasteur AI qui est disponible sur App Store et sur Google Play, qui se vante d'avoir 12 millions d'utilisateurs. Se propose de répondre à toutes vos questions spirituelles, de vous offrir une méditation biblique chaque jour et de vous proposer des chants de louanges adaptés à votre humeur du jour à n'importe quel moment. Vous voyez, et donc vous avez votre pasteur dans votre poche qui vous aide à prier en tout temps. Pourquoi aller à l'église dans ces cas-là? Parce qu'on a le pasteur dans sa poche. Vous voyez, et donc, si personne, enfin, vu que personne ne va fixer la limite, comment est-ce qu'on la fixe? Qu'est-ce qui va nous permettre de poser des limites? Où est-ce qu'on met la limite? Parce que si la question c'est l'efficacité, si la question c'est que ça me parle, si la question c'est que ça répond à certaines attentes, euh, où est-ce que je mets la limite? Le dernier point, la dernière grande catégorie de réflexion que je voulais vous proposer, c'est la question de l'idolâtrie. Vous voyez, où est-ce qu'on met la limite? Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque d'idolâtrie? euh, On ne prend pas encore l'IA pour un dieu, même si Sam Altman, quelquefois, a parlé
du Dieu qu'il était en train de créer. Euh, mais en philosophie, là, on a utilisé un concept biblique, et il y a une définition philosophique de l'idole. Elle suppose 4 critères. Euh, Premièrement, l'idole est à l'image de la créature plutôt que du créateur. Donc, on est créé à l'image de Dieu, mais l'idole est créée à notre image. Première grande distinction. L'intelligence artificielle se vante d'être créée à l'image de l'intelligence humaine, vous voyez, et donc d'être un miroir de notre intelligence. L'idole nous tourne vers les créatures plutôt que vers le créateur, nous renvoie aux créatures et reste dans un niveau horizontal plutôt que dans un niveau transcendantal. L'idole aussi fait obstacle. Elle n'est pas une médiation qui me tourne vers autre chose, qui me tourne vers mon prochain, qui me tourne vers la création, qui me tourne vers le Seigneur, mais elle fait écran, c'est-à-dire qu'elle ne me tourne que vers moi-même. Et enfin, l'idole domine, l'idole rend esclave. En 2017, Google publiait quelque chose sur ce qu'il appelle les dependent algorithms, les algorithmes qui nous rendent dépendants. Et donc, il y a tout un travail d'ingénierie qui a été fait pour voir quel mécanisme fonctionnait le mieux pour nous encourager, nous inciter à passer le plus de temps possible sur l'ensemble des applications disponibles, que ce soit YouTube, Instagram, même juste simplement un moteur de recherche, et maintenant, bien sûr, les chatbots d'intelligence artificielle. Cette idole, si en effet l'intelligence artificielle rentre dans cette catégorie, nous renvoie au mythe éternel auquel est confronté l'homme, le mythe que l'on pourrait s'affranchir nous-mêmes de nos limites, que l'on peut devenir comme des dieux. On peut échapper à notre condition limitée en ayant accès à toute la connaissance, en n'ayant plus besoin ni de quelqu'un de plus savant, ni de se tourner vers les autres, ni d'apprendre. On a l'ensemble du savoir, l'ensemble de la connaissance dans notre poche, et donc on devient comme un maître absolu et omniscient, qui n'a plus besoin de quoi que ce soit d'autre, de se tourner vers quoi que ce soit. Voilà. Et donc, c'est un moyen, un outil, qui nous permettrait d'échapper à notre condition limitée. Or, je reprends encore une fois ce philosophe allemand dont je viens de parler, Hartmut Rosa. Il parle de la limite, et il montre que la limite, en fait, est le cadre nécessaire dont on a besoin pour être vraiment libre. À chaque fois que l'on pense où l'on veut s'affranchir d'une limite, en fait, on entre toujours dans un excès qui est forcément destructeur, pas forcément sur le même plan, mais qui est forcément destructeur sur un des plans de notre humanité. Alors voilà, je vous ai soumis énormément de questions, avec une posture, je l'espère, pas trop critique. Néanmoins, je suis conscient du ton quelque peu négatif que ça pouvait prendre, mais j'aimerais, pour conclure, vraiment revenir sur ce que je dis en introduction. C'est des choses dont on doit être conscient lorsqu'on a recours à ces outils, ou auxquels j'aimerais vous rendre conscient, et non pas imposer. Le but est vraiment de susciter la réflexion, et j'espère qu'elle vous offre matière à penser. Merci.